messieurs, bonsoir et bienvenue à 52 sur la RTB. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent dans les 4 coins du Burkina. Une lutte antiterroriste qui se veut de plus en plus rude et engagée. Nous vous en faisons écho ce soir par une immersion dans le Grand Ouest. Le tournant décisif, c'est un grand format de l'Iradan Philippe Ada. Une phase finale d'un mois d'action entreprise par les unités engagées. Un rayon de lumière éphémère sur un mur de ténèbres. L'unique dans cette nuit des plus incertaines qui lance une opération de reconquête des derniers bastions terroristes de la région des Cascades. Il est 2h33 dans les encablures de l'eau. La piste empruntée est pourtant parsemée de mines. Et c'est la bête noire pour s'aborder la progression des unités de combat. Depuis déjà 1 heure, ce groupe de fantassins est stoppé par un engin explosif improvisé. 3 blessés dans les rangs attendent d'être évacués à la lueur du jour. L'un d'entre eux, entouré de ses camarades, est dans un état critique à 2 pas d'un cratère béant sur la chaussée. La déflagration sous nos pieds est partie à 4h10, dans le noir. L'arme du crime et ses dégâts font frémir. Ce soldat miraculé décide de garder sa blouse déchiquetée. Un vestige pour l'histoire, dit-il, ici les hommes sont terrifiés. Après les premiers soins médicaux, les victimes sont conduites à Wau, où attend un hélicoptère pour leur évacuation et leur prise en charge adéquate à Bobo. Ils ont tous la vie sauve. Mais le cas grave perdra ses yeux, nous a-t-on appris quelques jours après. Pour le reste du commando, la mission continue au petit matin. Armes et munitions à l'épaule. Une incursion pédestre dans un territoire impitoyable où l'ennemi invisible croit seul détenir le monopole des surprises. Des bombes ensemencées sur toutes les pistes à emprunter. Certaines vont être désamorcées sans grabuge. D'autres par contre feront des blessés et même des morts. Depuis plusieurs jours, déjà l'opération Ouragan fait rage dans le Grand Ouest. Ici, la traque des terroristes est sans pitié sur un relief sévère, avec l'épreuve de la canicule et des mines à pression et à effet dirigé. Même les animaux n'y échappent pas. Du reste, pour cette manœuvre d'envergure, la stratégie est basée sur un profond maillage d'une partie des cascades du sud-ouest et de la boucle du Mouhoun. Les 7e, 10e, 15e, 17e et 18e bataillons d'intervention rapide sont déployés pour la circonstance. Une manœuvre complexe avec l'objectif de prendre en sandwich et d'écraser les dernières poches de résistance des terroristes dans ces fuseaux. À terme, pour faciliter l'installation des VDP et le retour progressif des populations. Déjà 2 heures que Gringo et son équipe abordent les collines de Konkoro, à une quarantaine de kilomètres de Wau. Au sommet, une base abritant une dizaine de terroristes est la cible du commando. Mais alertés, ceux-ci viennent de décamper, abandonnant moto et effets personnels. Les fantassins vont constater que de ces lieux, les terroristes planifiaient des attaques contre les positions des VDP de la zone. Avant de partir, Silga, viens, on va adresser un message au gars là. Les dire qu'on était là. Les guerriers laissent une signature à leurs autres fuyards qui évitent désormais le corps à corps. Et si vous voyez ce message là, sachez qu'on n'est pas loin. On est tout près.
On les appelle les fous du capitaine Ouattara. Il commande le deuxième groupement d'intervention rapide. Rompu à la guérilla, est un commando d'élite habitué aux opérations spéciales dans des conditions extrêmement pénibles. Face à lui désormais, des terroristes en débandade. Grottes, ravins et collines ne sont plus des lieux sûrs. Les guerriers les idolosent sans encombre. Ce qui redonne du souffle à de nombreux villages autrefois sanctuaires de bandes armées terroristes. Des centaines de VDP y prennent position, comme ici à Konamissi. C'est l'un des 26 villages de la commune de Wo, désormais sous bonne garde des supplétifs de l'armée. C'est la compagnie Cobra 4 du sous-lieutenant Dan qui a assuré le convoi et l'installation de VDP la veille. La population aussi il est sur la route. Aujourd'hui, il est en train de venir. Donc il y a les autres même qui ont appelé déjà qu'ils sont sur la route en train de venir. Donc aujourd'hui, on a content même. Les populations doivent venir vite, pour que les VTP aussi qui sont dans les villages, ils vont eu courage. Comme le président aussi, il a tout fait aussi, comme on a eu ces armes-là, c'est nous qui devons combattre maintenant. Le crépuscule guette et nous poursuivons la traversée du village fantôme. Ruines et bêtes en nombre. C'est le décor d'une guerre asymétrique désastreuse. Direction Poikoro. Le sanctuaire terroriste est depuis quelques minutes au maître de la compagnie Cobra 4 du 7e BIR. Dringo facilite ici notre contact avec le sous-lieutenant Dan et ses hommes qui rêvent d'un face-à-face avec les groupes armés terroristes. Un vœu légitime, mais les jours à venir vont être extrêmement éprouvants pour l'unité et son chef de guerre. Après 2 jours de ratissage, la compagnie reprend sa difficile évolution. Ici, pas de combat, pas d'embuscade, mais le danger des mines est permanent et très violent. On nous signale plusieurs incidents avec d'autres unités ces derniers jours. Le 15e bataillon a perdu un combattant dans sa progression vers Djigwe. À l'entrée de la ville, le Cobra 1 du B7 et une compagnie du B17 ont connu des incidents. Le tronçon les mène à Elentira. C'est autre champ de mine à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors, ici à Poikoro, les esprits s'échauffent. À la tête du convoi, 2 VDP viennent de sauter sur un engin explosif improvisé dissimulé sur la route. La détonation échappée à notre caméra a pulvérisé la moto de ces natifs du village. L'un des VDP a des lésions graves et son pronostic vital est engagé. L'infirmier militaire a couru et fait l'impossible pour sauver le combattant qui se tord de douleur. Rien n'est sûr qu'il vivra 1 heure de plus. Mais le commandement sous le choc veut croire à un miracle. Après les premiers soins médicaux, les éléments sont embarqués. Une pick-up plus confortable prend le relais. Le dispensaire est à 50 km au bout d'une piste accidentée et bien incertaine. Rien n'y fait. La tentative est vaine. Le supplicié décédera à 1 km du dispensaire de Kwere. Il avait 39 ans. Au lendemain du drame, Dan et ses hommes requinqués reprennent la route et croisent la compagnie Cobra 2 du sous-lieutenant Bol dans cette bourgade située à 8 km de Wo. Cette unité qui a ratissé déjà plusieurs villages ira donc à la place du Cobra 4 en panne technique, appuyer le Cobra 3 du sous-lieutenant Béton à Silara, un peu plus au sud-est. Léguénan est le lieu de nos adieux avec le sous-lieutenant Dan. Cette image est la dernière du jeune officier à la taille de basketteur. 3 jours après, Dan va heurter une mine sur la route de Folonso. Évacué à Bobo, il décédera quelques heures après. La mission est à son pic et bien plus critique. Même avec la douleur,
Les hommes sont déterminés à affronter le danger comme des immortels. Folonzo est l'un des enjeux majeurs de l'opération Ouragan. Le groupe terroriste qui y règne est jusque-là dirigé par une femme de 35 ans. Elle sera tuée peu avant la fin de l'opération. Du reste, pour les fantassins, c'est une question d'honneur et de respect du serment de venger les héros tombés sur le champ de bataille. Alors, pas question de baisser les armes, surtout lorsque l'ennemi est acculé, avec des armes de fortune et sans munitions. De cette piste, ensuite nous mettons le cap sur Folonzo. Le Cobra 4, rejoint par le lieutenant Lenz, y a déjà pris position. Dans les rangs, ce VDP que nous surnommons John. Il est de la seconde vague des supplétifs à installer dans la localité. Voilà, quand on dirait on sera kadukani, qu'on a eu un erreur. Parce que on t'a tout comme mon katokana, on te sait sigi. Donc comme afana nan jusu diara, donc on est content. Non sera sigi. Donc on est bien. La joie de repartir dans son village vibre en lui comme un appel du destin. Au lendemain de notre entretien, John, ici avec son binôme à moto, va sauter sur une mine. Nous étions juste à côté. Il avait prévu de nous montrer sa cour dans les faubourgs de Folonzo. Un projet qui tombe à l'eau. Le destin est implacable. Pour l'heure, il faut sauver le combattant. L'infirmier à la tâche donne ici des détails sur les lésions pour apprêter le bloc opératoire. Chacun retient son souffle. L'évacuation se fera par les ailes. Quelqu'un peut me prendre le pied là, attraper le pied là. L'élément est en vie, mais il a perdu une jambe dans ce labyrinthe surnommé l'axe de la mort. La veille, un binôme y a heurté une mine, juste à 40 mètres. 2 jours plus tôt, c'est le sous-lieutenant Dan qui tombait là. La scène du crime, marquée par un cratère bien ouvert. Avec ses trous, le tronçon ressemble à une prison de haute sécurité à ciel ouvert, avec la faucheuse qui rôde et le destin figé au pied. Du moins, vivre dépend de l'habileté à poser les pas au bon endroit. Les mines sont omniprésentes et mortelles. Seule la découverte va être désamorcée sans encombre. Pour cette unité, c'est déjà plus de 10 mines détruites, avec à la clé 2 blessés. Entre le données ici dans ça fait 700 mètres. Il faut faire très attention sur l'axe. Non, pas de problème. Vraiment, l'axe est vraiment miné. Pas de problème. Okay. On continue la progression. Nous sommes au port de Folonzo. Un village matérisé au coin de la bande forestière qui jouxte la Côte d'Ivoire voisine. Avec cette opération, c'est un pari gagné pour les VDP qui regagnent leur contrée tout soulagés. Ils sont tous formés et équipés par l'armée. Sans bouger le mikera o temena mais anyona wala attention tuguni anga folu be jamana nyamogo bela jeni. De Folonzo, la compagnie Cobra 3 s'engouffre dans les profondeurs de Wangolodougou. Ce village est libre depuis plus de 7 mois et la vie a même repris. Mais un large ratissage est toujours nécessaire. Celui-ci va nous conduire ici à Tango Tango, à plus de 600 km de Ouagadougou. Sinon ici c'est pas simple. Vraiment. Nous on a même pu laisser nos champs ici.
Mais vraiment, avec le retour des VDP ici, vraiment, on arrive maintenant à faire tout contrôle. Pour le moment, ça va. Nous sommes en terrain reconquis à 600 mètres de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Mais de l'autre côté, ils ne touchent pas là-bas. C'est ici, c'est nous ici que ça chauffe. Après cette cour-là, il n'y a plus de cour, c'est pas la Côte d'Ivoire. Kalachnikov et munitions en quantité. Ici, la faction de VDP patrouille. Le village respire à nouveau. Alaka faso jeme. Alaka faso marabakaw jeme. Alako jeme. Ah Ibrahim ambe fo. Albi ambe fo de. Anta dugo ba ko. Albi alaka kun korota di. Panka teni tugo ambo fo, ambe VDP fo, ambe chokoroba fo. Tango Tango revient de loin. Et ce soutien de VDP ne cache pas sa joie. Son souhait est que les bandes armées s'éloignent davantage de la zone. Albatros. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. Direction. La touffe à côté là, c'est ça la direction. À pied, les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Comoé. C'est la frontière là. Cette barrière infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Il y a quoi de l'île là-bas? Les bases. Ça là c'est ici. Mais comme c'est au-delà de frontière là, il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré? Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, on met 3 roquettes là-bas. Et puis on ne peut pas. Il y a un même qui partait pour prier. On le regardait même, yeux dans yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous on le voit, lui il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidougou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à Elintira. Ce village du sud-ouest burkina avait été devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Sur le chemin de retour, nous camperons ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas atteint le dernier retranchement des terroristes. Du fuseau est, les unités embarquent pour le sud. Ce sont les derniers jours d'une mission qui dure depuis près d'un mois. Cette étape consistera à ouvrir les voies pour relier Mangodara au village de son ressort territorial. Le plus redouté des tronçons mène à Numutchedougou, jamais emprunté depuis 7 mois. Dans cette zone de tous les dangers, à une centaine de kilomètres de Banfoura, se jouent peut-être les derniers soubresauts de la lutte antiterroriste dans les cascades. Aujourd'hui, les unités s'apprêtent à faire un travail de fourmi. Râteaux, balais et autres objets de fortune. L'arsenal contre un ennemi dissimulé. Certaines mines sont enterrées, d'autres camouflées dans des touffes. Alors pour les éviter, les fantassins progressent à pas de caméléon. Les démineurs à la tâche font un travail de génie. Ici, l'on a frôlé le pire. Un déminage complexe qui a failli tourner au drame. C'est bon? C'est bon? Donc on est sur l'axe. On va dire que c'est pratiquement une dépollution de l'axe. Alors, je pense qu'on était au courant qu'il y avait quand même plusieurs pays. On peut dire aussi qu'ils ne veulent même pas qu'on atteigne en fait Numutchedougou. Un peu pour nous décourager, mais bon.
tant qu'on est sur l'axe et qu'on reste prudent, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Maintenant, si c'est chez eux, en tout cas de leur côté, vu qu'on a pris même 2 guetteurs, on a tiré sur 2 qui ont filé sur leur AK. Je pense que, bon, on peut se dire qu'ils sont assez découragés actuellement. Le lieutenant Lens et ses hommes connaissent bien cette route que découvre le lieutenant Momo, du 7e BIR que commande le capitaine Zeus, basé à Banfora. On dit qu'il va lentement, va sûrement. Voilà. Donc c'est cette sûreté, c'est pourquoi on va lentement pour pouvoir au moins ça, détecter tous les EI qui sont posés. Et cette méthode marche, elle sauve des vies. Voilà, il faut déposer ça au bord de la voie. Une mine a été dirigée. Le 7e engin explosif découvert sur la trotte vient d'être désamorcé. Au bout d'une journée de corvée qui a débuté à 6h30, les 9 km sont libres et praticables. Il est 17h45. Les combattants filent. Militaires et VDP découvrent nos moutiers du bout. Nous connaissons ça. Voilà mon cours ici, donc on peut rentrer pour voir ça. Le cœur serré et déboussolé, ce VDP a les pieds dans la cendre. De sa vie, il ne reste plus qu'une cour en ruine. Franchement, n'a qu'un tel l'union. Découragement, m'y bini fait. Quelqu'un a combattu fait. Pareil que bon imito na bi, ko amagota bonlo. Wa yara kan décourager katene. Donc Burkina tika di. Mais ala nay konin koso Burkina Faso tiena. Mais aujourd'hui, ce sexagénaire veut croire en l'avenir. Le plus important, dit-il, c'est de retrouver la terre de ses ancêtres, mais mesure de refaire sa vie avec les siens qui doivent rentrer incessamment. Le jour suivant, Noumoutiédougou sort de son coma, parce que la population regagne peu à peu le village. Les premiers habitants sont conduits par l'aîné du chef. Après une nuit de repos, nous le retrouvons au milieu des ruines. Là, ici, c'est la cour du chef du village. Un palais en lambeaux, vidé de son prestige royal. Et pas que cela. Les terroristes ont tué plusieurs membres de cette famille. Ma famille est détruite. La cour est détruite. Alors, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Récit d'un terrible désastre. En hauteur, le vieil homme réalise la vision d'horreur de cette guerre imposée. Retour à la case départ pour un seigneur dont la vie a basculé depuis 2021. En attendant, la jeunesse est au travail pour redonner à Noumoutiédougou son visage d'antan. Pendant ce temps, 2 compagnies des 7e et 17e bataillons d'intervention rapide mettent le cap sur Doutier, 40 km au nord. La distance nous prendra 2 jours de marche sur un sentier obstrué. Dans le convoi, des VRP a installé à Lafia, Sirakoro et Panla. Mais avant, il faut débarrasser cette route nationale de tous ces obstacles. Le sous-lieutenant Kaiser du 17e BI conduit la corvée pour éviter les mines souvent posées à l'entrée des villages, comme ici à Tatakwali. Les éléments de tête viennent d'échapper à une mine à effet dirigé. L'explosion a rasé l'endroit. Les combattants ont de la veine, juste des blessures légères.
aussitôt pris en charge. Ça n'affecte pas notre morale, au contraire. Parce que nous avons eu des blessés légers, donc on rend grâce à Dieu. Voilà. Ce que si l'objectif reste le même, de conquérir tous les territoires. Voilà. Et quand on voit les populations, les VDP qui nous suivent, quand on arrive à installer, vraiment, nous-mêmes, notre objectif c'est ça. Voilà. Réinstaller la population, voilà, pour qu'ils vivent dans la dignité. La journée touche à sa fin. Les unités entrent à Palan pour y camper. Pendant ce temps, les compagnies Cobra 2 et 3 achèvent la fuite de la forêt de Dida. C'est autre défi pour l'opération. Les terroristes ont quitté la zone, laissant derrière concessions vides, bêtes et vivres. La nuit tombée, les combattants campent aux portes de Goté. L'équipe sait bien que nous sommes à une base arrière de groupes armés terroristes chassés des villages environnants. Dispositif mis en place pour une embuscade. Un déluge de feu. C'est la nuit la plus électrique de cette manœuvre avec des ratissages en pleine obscurité. Le terroriste blessé s'est échappé. Celui-là est touché. Au matin, on dénombre plusieurs corps. Les combattants mettent à l'abri le butin avant de fouiller le village. Les terroristes ont profité de la nuit pour traverser la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des armes de fortune pour la besogne. Des tonnes de vivres dans des concessions solitaires. Au marché, les boutiques sont pleines pour nourrir les terroristes. Peut-être les mêmes qui ont vidé Palan et pillé les biens de ses habitants comme ce VDP. Ce que j'en ai perdu beaucoup, c'est bon. Dieu seul qui le sait, j'en ai perdu que 30 hectares dans la carte, donc j'en ai tout perdu. Voilà. Donc je cultivais le sésame, je gagnais tout. Je gagnais plus de 30 sacs, 25 sacs par an. Cette terre-là nous appartient. Et nous sommes venus récupérer la terre pour pouvoir garder notre terre pour l'avenir de nos enfants. Une Kalachnikov pour préserver l'avenir des enfants presque hypothéqués par des terroristes. Il eut également mis à sac la boutique de ce jeune VDP. Ce matin, Armand Bandoulière est temps de remettre sur pied son commerce avant l'arrivée des populations annoncée pour bientôt. Le sentiment de frustration a motivé la plupart des jeunes d'ici à prendre les armes. Pour l'instant, ce sont les seuls habitants du village à tout faire. Ils assurent la garde, patrouillent et animent la contrée. Pour nous, le périple continue. Moto et pick-up vrombissent par intermittence. Entre-temps, le dispositif permet de surprendre des éléments résiduels. Celui-ci vient d'être traité avant la poursuite du convoi. J'étais en progression. Et puis il venait. Quand il venait là, quand il m'a vu, il est descendu pour courir. Et puis je l'ai déposé. Les deux pris de coup, les deux pris par surprise. Donc bon, on va dire que ça fait un de moins sur la liste. Sirakoro pour la pause. À la reprise, les combattants sentent le danger des mines artisanales et redoublent de vigilance. Les hommes ont eu le nez creux pour éviter un drame d'une seconde mine à effet dirigé sur l'axe. Il a fallu plusieurs forces pour mettre en lieu sûr la bouteille remplie de métallique. L'équipe découvrira à côté une autre bonbonne de gaz réservée pour être transformée en charge explosive. Le terroriste n'est pas loin.
Les éléments de ratissage viennent de le traiter avant de détruire une autre mine enfouie. D'où viennent ces arbres? La technologie. Qui finance? Impossible de le savoir. Pourtant, les dégâts sont énormes. Le deuxième groupement d'intervention rapide vient de perdre un 9e combattant. Cependant, loin de les désarmer, les hommes avancent. Ici, le soir presse. La tête, puis les derniers éléments de la mission entrent à Doutier, transformés en camp retranché. Une faction de VDP et d'Ozo positionnée depuis 2 semaines à Sud. Lorsque la nuit tombe, les combattants veillent. Patrouille nocturne, armes au poing pour contrer les velléités de l'ennemi. Le passage des militaires a galvanisé les VDP en pleine organisation du retour des populations. Le jour suivant, nous voici en route pour d'autres objectifs. Madiasso, au bout d'une demi-journée de marche. Ici, les actions combinées des Dosso, des VDP et de l'armée ont payé. La joie d'une localité qui renaît. Le réseau téléphonique et le transport marchent. Après une courte pause, notre évolution continue sur un tronçon de nouveau fréquentable. C'est le cas désormais dans toutes ces localités qui reçoivent l'armée et ses supplétifs. De Sanaba dans la boucle du Moun à Elentira dans le sud-ouest en passant par Folonzo et les 26 villages de Wo dans les cascades, l'opération Ouragan est déjà un succès. Les fantassins ont vaincu l'Hydre avec au décompte 143 terroristes neutralisés, 88 mines détruites et un important butin emporté. Au bout de cette fastidieuse journée, nous entrons à Mangodara Nutama. Un prochain cap au jour suivant. Dernier virage d'une longue mission qui va se conclure par la formation et l'équipement de VDP. Mais déjà, les résultats sur le terrain satisfont la population. Ah, on tend bien les bras. Ici, par exemple, à Timperba, la consolidation a pris. Élèves et enseignants ont retrouvé leur salle de classe après 3 ans d'absence et d'incertitude. Mon école m'a manqué, vraiment manqué. Voilà. Et je suis très content de reprendre encore le service. Voilà. La paix est revenue, les coups battent leur plein et notre mission se poursuit. La pick-up cherche la piste avec souplesse sur la direction sud. 2 mines désactivées. Et nous voici à mi-chemin à Bondokoro d'Oxin. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc on est venu. Le temps d'une séance de sensibilisation, le cap est mis sur l'Oronyéré, 7 km plus à l'ouest. Ces villages vivaient sous blocus terroriste avant l'arrivée des commandos. Tout joyeux, ce jeune homme que nous appelons Zanga revendique son engagement comme supplétif de l'armée. Ce qui nous a permis de prendre les armes, parce que les gens là viennent nous fatiguer, donc on ne veut pas.
Donc alors qu'on veut battre nos villages et puis aider, les militaires sont venus, on peut aussi les aider aussi. Ils sont venus pour nous aider. Nous aussi on est tués pour qu'on puisse lutter nos pays. Voilà, c'est nos amis qu'on veut prendre des armes contre les terroristes. Voilà. Au bout d'une heure de route, Loronyéré est enfin, mais pas de répit. Rassemblement des recrues sous un soleil de plomb. Document d'identité en main. Chaque appelé reçoit ici une arme, 4 chargeurs et des munitions. Un passage obligé avant la pratique. Voilà qui rassure. Fier maintenant, je suis très content. J'ai pris mon arme et je suis très... Voilà. Ok. La formation peut commencer. Plusieurs étapes à franchir. Fusil d'assaut au point. Ce VDP à peine enregistré apprennent à combattre pour certains. D'autres se familiarisent avec les armes toutes neuves. Les gestes sont encore incertains, mais les éléments réalisent qu'ils viennent de loin. Donc mieux mais kana ka kuran jama manga du ko soro ko belenta en fait voilà en fana men nane amala dara anga formation ne ama ke kanya ka forme kanya ka tanga juku kele ka nga yoro mena. Les coups sont intenses. Les recrues déterminés apprennent vite. Avec ce qu'on a vu, sincèrement, ils ont la volonté. En 2-3 jours, ce qu'ils ont déjà appris là, c'est très. Et quand vous voyez avec les tirs qu'ils font déjà, voilà, c'est quelque chose même qui promet. Voilà, juste avec un petit drill de quelques jours là, ils seront opérationnels pour le reste du combat. Voilà. Ils sont bons. Sariadou. Désormais, ce sont des combattants tout faits, comme Zanga, que nous retrouvons au soir de la consécration. Le jeune combattant, prêt à défendre son village, le sait bien. Le sacerdoce est coûteux. Le danger permanent dans la lutte contre le terrorisme. 9 combattants des bataillons déployés sont tombés sur le champ d'honneur dans cette opération tumultueuse. Un officier, un sous-officier et des soldats du rang. Des hommes prêts au sacrifice suprême, dit-on ici, pour leur pays, sa souveraineté, sa liberté, sa dignité. Notre reporter que nous recevons sur ce plateau, juste après ce grand format, l'Iradan Philippe Ada, bonsoir. Bonsoir Bini, bonsoir. Et comment se sent-on après plusieurs jours sur le front de la lutte antiterroriste? Oui, on a pris un peu de temps avant de récupérer, de revenir sur soi-même, parce que cette fois-ci ça a été très intense. 1 mois d'affilée, ça n'a pas été facile. On a eu tellement d'incidents, tellement de difficultés, beaucoup d'émotions. Et cela m'a pris un peu de temps pour que je puisse revenir à moi-même. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, ça va. Et que peut-on retenir donc de cette mission? Alors, l'opération Ouragan a débuté le 13 février. L'objectif, c'était de pouvoir toucher tous les points sensibles jusque-là
qui n'ont pas été jusque-là touchés au niveau du Grand Ouest, notamment la boucle du Moon, le Sud-Ouest et les Cascades. Alors l'opération a démarré pratiquement le 13 avec beaucoup d'engagement. Quand on voyait les soldats, les militaires, les VDP sur la route, on sentait la rage de pouvoir aller reconquérir les derniers bastions, comme je l'ai dit dans le reportage, les derniers bastions des groupes armés terroristes au niveau de la boucle du Moon, des Cascades et du Sud-Ouest. Donc, pratiquement, on a connu 2 phases dans l'opération. La première phase a pris un peu moins de 10 jours, pour être précis, dû à des incidents, malheureusement. Et cela nous a ramené à la base, c'est-à-dire Banfora puis Bobo, où on a procédé à des inhumations avant de repartir pour la seconde phase, qui a été la plus cruciale, qui a permis en tout cas d'atteindre beaucoup de lieux, beaucoup de bases et de les démanteler, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Alors, une première phase qui a connu des difficultés et bien évidemment, on suppose que pour la suite de la mission également, les difficultés n'ont toujours pas manqué. La phase la plus cruciale a été le déminage, l'ouverture des voies, et il y a eu tellement d'incidents, je me répète, et il y a 2 types de mines sur le terrain. On a eu à en parler ici il n'y a pas très longtemps. Et la mine à pression et la mine à effet dirigé. J'ai amené ici, vous allez voir, vous avez dû voir dans le reportage des bonbons de gaz, et c'est le contenu comme ça. Voilà, c'est le contenu, c'est de la ferraille. La ferraille, on ne sait pas d'où c'est venu. Et ça, par exemple, c'est la bouteille de gaz qui a été complètement écrasée, et vous voyez ce que c'est devenu. Voilà. Donc ça, par exemple, si ça touche quelqu'un, bon, il ne peut plus rester en vie, et c'est très dangereux. Et ça, cette mine, par exemple, ces éléments, j'ai ramassé ça après l'incident qui nous a touché, dont on a échappé à Tatakwali. Donc, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine pour ça. Et la plupart des pertes en vie humaine, c'était dû aux mines à pression, à Poikoro et à Folonzo. Donc Folonzo, par exemple, c'était vraiment un champ de mines, et les éléments ont tout fait pour pouvoir déminer la voie et permettre au VDP d'aller s'installer. Pareil pour d'autres localités, Djiboué, où il y avait une compagnie du BIR 7 et une compagnie du BIR 17. Il y avait également une compagnie, l'ensemble du BIR 15, qui est désormais basé à Gawa. La particularité, c'est que pour cette mission, c'est que c'était en fait l'opérationnalisation de l'ensemble des BIR du Grand Ouest, c'est-à-dire le BIR 15, le BIR 10, le BIR 18 et le BIR 17 qui est basé à Banfora. Le BIR 10 est à Dédougou, le BIR 18, lui, est basé à Solenzo. Ça a permis à ces BIR-là, à ces bataillons d'intervention rapide, d'aller au contact du terrain, de la zone de leur manœuvre désormais. Quand on regarde de la manière dont on a été accueillis sur le terrain, c'est comme si les groupes armés terroristes attendaient, ils jouaient leur va-tout, et naturellement les militaires aussi, cette fois-ci, le slogan c'était « ça passe ou ça casse ». Donc chacun attendait l'autre, c'est comme si chacun attendait l'autre, et les uns, c'est-à-dire les groupes armés terroristes, se sont rabattus sur les mines, parce qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui faire face quand il s'agit des combats du corps à corps. Ils sont devenus, ils ont été réduits, leurs forces ont été réduites. Nous avons débuté pratiquement avec une unité dans les encablures de Wo,
une mine. On a tenté une infiltration dans une base terroriste et il y a eu une mine. Et on a poursuivi encore avec cette intensité due à ces incidents liés à des mines et autres, jusqu'à ce que un officier tombe. Donc ça a été la période la plus difficile qu'on a vécue sur le terrain quand on vient, par exemple, à voir des gens avec lesquels on est et que les minutes qui suivent ou les jours qui suivent, on les voit tomber. Ça a été très difficile. Et moi particulièrement, je voudrais parler de cet officier du nom de Sawadogo Daniel, alias Dan, qui, je l'ai suivi pratiquement sur 2-3 jours, du haut de ses 1,90 m et son jeune âge associé. Je voyais quand même quelqu'un de très humble, mais aussi de très engagé, qui, dans cette lutte-là, selon ce qu'on m'a dit après, s'est vraiment engagé. Ses chefs me disent qu'il a vite appris lorsqu'il est arrivé. Vous vous souvenez qu'il vient de sortir, il est de l'avant-dernière, parce que la dernière cuvée est sortie hier, l'avant-dernière cuvée de l'Académie militaire Georges Namoiano. Donc, mais quand il est arrivé sur le terrain, il a vite appris avec les autres et ses supérieurs disent du bien de lui. Et son engagement, j'ai pu le remarquer lorsqu'on est revenu sur Kwere dû à un incident. Et la nuit, autour de 1h, 2h du matin, jusqu'à 3h, je vois un jeune, il est chaque fois accroché au téléphone, il appelle, il se lève, il bouge, il touche ses chefs d'équipe, ses chefs d'unité, d'éléments, il les appelle, il les secoue pour qu'ils puissent rester éveillés et de pouvoir sécuriser la zone. Il était tellement engagé. Je parle de lui aujourd'hui avec beaucoup d'émotion parce que je me suis dit que l'armée a perdu un officier très engagé, un très bon officier qui malheureusement est parti. Donc, passé ce temps d'émotion, on a quand même eu des résultats, de grands résultats, parce que je peux le dire sans me tromper qu'aujourd'hui, au niveau des cascades, la situation s'est nettement améliorée. On est allé même jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Vous avez pu le suivre. Et il y a des localités qui n'avaient pas reçu les militaires et aujourd'hui qui ont reçu les militaires. Et la stratégie qui était de pouvoir former des VDP et de les installer partout, cette stratégie s'est accomplie parce que sur l'ensemble du territoire des cascades, il y a des VDP aujourd'hui qui ont été installés. Donc, en août, vous vous souvenez que j'ai déjà été là-bas et on a repris pratiquement le même circuit associé à un autre circuit et j'ai pu constater que tous les villages de Nyangoloko jusqu'à Folonzo aujourd'hui, les villages ont été réinstallés. Et quand vous prenez jusqu'à Wo et Banfora, où ça fait 125 km, tout est réinstallé et les populations vaquent librement à leurs occupations. Et les succès aujourd'hui sont plus importants que les insuccès, les défaites. Oui, Lieutenant Philippe Ada, en dehors donc de toutes ces difficultés, de ce que vous avez retenu, comme leçon de cette opération Ouragan, avez-vous un message à passer? Aujourd'hui, c'est un fait. Les populations des cascades certainement donnent des échos sur ce qui se passe, sur leur liberté de mouvement aujourd'hui. Mais ce que j'ai pu retenir, c'est que de plus en plus, l'armée a une certaine confiance en elle. Je vais revenir sur le cas de Dan, du sous-lieutenant. On m'a dit que lorsque il est tombé, c'est
Ça s'est passé comme si c'était un appel de destin. Il était dans sa pick-up et à un moment donné, il est descendu vers ces éléments et il les a aidés à checker la voie, un endroit qu'il trouvait suspicieux. Et il est descendu, il les a aidés. Et à un moment donné, ils sont partis, ces éléments sont partis. Et lui, il est resté, il a pris quand même 2-3 minutes pour checker davantage et voir s'il n'y a vraiment pas de mine. Et quand il a fini, il n'a pas jugé nécessaire de repartir vers sa pick-up. Il a dit à un élément de l'amener parce qu'ils étaient à 5 km du village de Folonzo. Folonzo qui était un défi majeur pour cette opération. Alors, c'est quand il est monté sur sa moto. Il n'a même pas fait 20 mètres. Il est monté malheureusement sur la mine. Et quand l'hélicoptère est venu le chercher et qu'on l'a amené à l'hôpital à Bobo, et ceux qui l'ont accompagné m'ont dit que même étant sur le brancard, il a dit, il parlait, il suppliait les médecins, il disait faites tout possible pour me sauver, pour que j'ai toujours de l'énergie pour combattre les terroristes. Cela m'a touché, ce témoignage m'a touché parce que il ne se souciait pas de sa vie. Il ne voulait pas rester en vie pour être là, à profiter de la vie, mais il voulait simplement qu'on fasse tout possible pour récupérer ses pieds, ses jambes et sa vie de façon entière pour qu'il puisse aller continuer le combat. Et quand aujourd'hui vous arrivez, c'est ça qui est sur toutes les lèvres. Nous voulons nous battre, nous allons nous battre. Et c'est des choses, c'est des situations, quand vous avez vécu ça, vous ne pouvez vraiment pas, quand vous arrivez en ville, vous posez beaucoup de questions sur comment la perception que les gens ont de nos situations. La situation, elle est là, et c'est notre histoire, nous devons la vivre, et chacun doit apporter sa contribution pour que d'ici là, notre pays recouvre sa paix d'antan. Parce que les populations aujourd'hui ont besoin de cette paix-là. Elles ont besoin de vaquer librement à leurs occupations. Elles ont besoin de vivre. Et c'est ce que nous avons pu voir lorsque nous revenions et des populations de Kimini, de Wangolodougou, les populations de Tourandougou qui sortent, qui s'arrêtent au bord de la voie et qui applaudissent les vieilles personnes qui prient. Hein. Tout cela, c'est des émotions que nous avons pu vivre. C'était très intéressant. Cette opération m'a beaucoup marqué. Et j'ai retenu beaucoup de leçons pour cela. Merci donc pour tous ces témoignages poignants. Merci également pour ce grand format. Madame, Monsieur, 52 pour la RTB se referme. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB.